connaissent pas la certification CLEA, c'est une certification qui atteste en fait qu'un apprenant sait lire, écrire, compter. Ça a une validation sur le marché de l'emploi. C'est un diplôme qui est récent. C'est pour les publics qui n'avaient aucun diplôme en fait, mais qui avaient certaines connaissances. Et la plateforme, elle permet de s'entraîner en fait sur cette certification-là, la plateforme Gérib Compétences. Si je regarde sur le FLE, on va avoir diverses activités et là, l'objectif de la ressource Gérib, c'est de travailler de façon progressive. Alors, on peut avoir des exercices très simples au départ, des exercices de compréhension orale où on va uniquement travailler sur la reconnaissance de sons. Si je sélectionne cette activité, ça va être une des activités les plus faciles en fait. L'apprenant, il sélectionne l'exercice, il peut lancer l'activité. Et étant donné qu'on s'adresse à des publics souvent mauvais lecteurs ou qui ont des difficultés en compréhension, les consignes, elles sont oralisées dans la ressource. Quand on clique sur le haut-parleur en haut, on va écouter la consigne. Ensuite, on entend un son et on doit faire la bonne association parmi les 4 sons proposés. Et chacune des étiquettes peut également être écoutée. Donc là, on est sur un exercice très simple, ça va être le plus facile dans la plateforme. Mais il y a certains publics FLE qui ne connaissent pas ces sons-là par rapport à leur langue maternelle. Donc là, ça va avoir du sens de recommencer par le B à bas, par une écoute de son. Et là-dessus, nous, on a une forte expertise parce que Gérip est spécialisé dans la façon d'apprendre à apprendre. Et au départ, Gérip a été créé par un orthophoniste. Donc, tout ce qui est travail sur les sons, c'est quelque chose qu'on maîtrise bien. On a une bonne expertise là-dedans. Et on sait qu'il va falloir, pour ce type de public, proposer des sons de façon progressive, plusieurs voyelles. Et après, on peut travailler sur des consonnes avec des sons relativement proches. Si on entend, par exemple, à comparer avec un VUD, un FUD, un PEUD, voilà, c'est des exercices qui demandent pas mal d'entraînement pour les publics qui ne maîtrisent pas ces sons-là, en fait. Donc là, on est vraiment sur des publics débutants. Je veux compléter. C'est vraiment le public qu'on a le jeudi. Et a fortiori, on l'a utilisé et on l'utilise beaucoup avec des gens qui ont des soucis entre le U et le I, par exemple, qui ont un accent, qui n'arrivent pas à prononcer certains mots, certains sons en français. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on utilise, la phonétique. Et c'est une grosse demande. Oui, on ne se rend pas compte de la difficulté, mais quand les sons ne sont pas dans notre langue maternelle, effectivement, Oui. ça peut être compliqué. Et ensuite, on peut aussi de façon progressive passer sur de la compréhension écrite. Donc, par exemple, ici, on peut demander à des apprenants de réécrire ensuite ce qu'on appelle l'association phonème-graphème. Donc, dans le premier exercice que je vous ai montré tout à l'heure, nous travaillons uniquement sur le son. Et là, on va travailler sur l'association graphème. C'est-à-dire qu'on va demander à un apprenant de réécrire le mot. Là, on entend le mot bac. Je vais le faire écouter. Et par exemple, si l'apprenant va écrire le bac comme ceci, ce qui phonétiquement pourrait marcher, là, on va lui dire que la réponse est incorrecte et on va quand même accompagner l'apprenant dans sa démarche. On va lui présenter une entrée sous forme d'image. On va lui dire, nous, on attend l'écriture de ce mot-là. Et s'il écrit le bac comme ça, ben on va encore lui dire, de lui proposer une autre type d'aide en surlignant, en noircissant la case, pour lui dire, nous, on attend ces 3 lettres dans l'écriture du mot. Et l'apprenant peut à chaque fois réécouter les sons. Et du coup, s'il a bien travaillé dans les exercices précédents sur les phonèmes, bah, ça devient plus simple et il va pouvoir, avec l'accompagnement également de l'erreur, réussir à écrire le mot convenablement. Voilà, il y a 3 types d'aides. Là, on va proposer tout un tas de mots contenant le son A, des mots courts et simples à réécrire. Et c'est ce type d'exercice, on l'a sur tous les phonèmes de la langue française. Là, je vous les ai montrés sur le A, mais on peut avoir des choses sur des phonèmes plus complexes à écrire. Donc ça se retrouve dans le catalogue sur les publics flux. Et quand ces publics-là sont plus aguerris, on peut travailler après sur des situations d'analyse de documents, donc sur des choses qui vont être plus compliquées en compréhension écrite, par exemple. On peut travailler sur des séquences, par exemple, comprendre des mots, comprendre des phrases ou éventuellement sur de l'analyse de documents. Donc là, on va être sur des documents du quotidien. Par exemple, si je prends cet exercice-là, comprendre un document, si je prends la météo,
Là, bien sûr, c'est beaucoup plus difficile de ce qu'on a vu avant, mais c'est pour vous montrer la profondeur du catalogue. Il y a des niveaux intermédiaires. Là, on peut oraliser la question. On va également avoir la possibilité d'oraliser la présentation de la carte. Donc là, ça peut être utilisé avec des apprenants non lecteurs, mauvais lecteurs, qui sont en difficulté avec le langage écrit. Il y a la possibilité d'oraliser va permettre de l'accompagner. Et là, ensuite, il doit dire si les informations sont en corrélation avec les éléments sur la carte. A priori, elles ne l'étaient pas. Donc là, on est sur un public déjà plus averti. On est plutôt sur du public B1, B2 au niveau du FLE. Et après, pour conclure sur le FLE, on peut avoir des activités plus ludiques, des activités pour travailler le vocabulaire du quotidien à partir de séquences animées. Si je vous montre par exemple cette activité-là, je vais la lancer. Quand on est à distance, là, qu'on partage la connexion, la vidéo, elle est un petit peu ralentie. Et pour travailler le vocabulaire, ensuite, on séquence la vidéo en 7 parties et on va reposer les questions au fur et à mesure pour que l'apprenant comprenne ces mots-clés, mon fils, ma fille, et tous les adjectifs qui vont ensuite aller avec, pour caractériser une personne au niveau de la présentation. Là, il y a une petite activité qui dure à peu près une vingtaine de minutes et on a différents épisodes avec les mêmes personnages qu'on remet en situation. Ça, c'est quelque chose qui est assez ludique, qui en général plaît bien avec les apprenants. Je crois que Sophie, vous utilisez cette ressource également avec des publics qui sont un petit peu plus avertis peut-être que ceux qu'on avait évoqués tout à l'heure. Oui, mais ce que je vois là, c'est la base, saluer quelqu'un, se présenter. En fait, même avec quelqu'un qui est averti, on repart toujours sur ces bases-là. C'est l'essentiel de la communication, c'est se présenter et saluer, et c'est même culturel, en fait. Donc, c'est vraiment des modules qui sont extrêmement utilisés. Et au-delà de ça, par rapport à l'exemple que tu montrais tout à l'heure, quand il y avait un long texte qui a été oralisé dans la ressource, l'idée, c'est de lire et d'écouter en même temps et juste répondre à une question de compréhension assez rapidement. Mais l'idée, c'est vraiment d'entendre et de lire un texte en français, et ce qui permet d'évaluer un niveau de compréhension. Mais ouais. Alors, pour les FLE, je ne vais pas aller plus loin là-dessus, juste pour faire une aparté par rapport à ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Concernant l'inclusion numérique, on a plusieurs entrées, notamment la possibilité pour un apprenant de travailler sur tout ce qui est messagerie et courriel, utiliser et générer sa messagerie ou par exemple créer un courriel. Ben là, on a une plateforme. Donc là, il y a tout un accompagnement par rapport à l'apprenant. On n'est pas sur du déclaratif dans cette plateforme, on est vraiment sur la partie numérique, sur une approche où on va inviter l'apprenant à cliquer sur des bonnes zones et après on va le mettre en situation et on va lui reposer des questions à chaque fois. Donc il y a vraiment quand même un corpus assez important aussi sur l'inclusion numérique, toujours par rapport à ce type de public. Et pour revenir à la question tout à l'heure évoquée par Cécile, eh ben, il peut y avoir un entraînement qui peut se faire grâce à la ressource sur la prise en main d'un ordinateur, d'une plateforme.
Alors, j'ai des questions qui apparaissent. J'ai une question posée par Nathalie qui me demande en fait comment votre plateforme appréhende les publics en situation de handicap. Alors, c'est une bonne question, Nathalie. Effectivement, par rapport à cette ressource-là, il y a la possibilité de travailler sur ce qu'on appelle l'accessibilité. Alors, l'accessibilité, en fait, elle va permettre à l'apprenant de configurer son écran avec plusieurs options. Il peut d'une part changer la police, donc il peut avoir des choix purement esthétiques, mais il peut se mettre en majuscule, par exemple, et là, toute la plateforme va s'interfacer en majuscule, ce qui va faciliter la lecture pour les apprenants mauvais lecteurs. Et dans l'accessibilité également, il peut choisir des polices spécifiques, notamment pour les dyslexiques. Il peut mettre la police OpenDys et également du coup jouer sur l'interlignage. C'est-à-dire que plus l'interlignage est important, et on sait que meilleure sera la facilité de lecture. Et là, toute la plateforme va s'interfacer avec cette configuration-là également. Alors, on peut également changer le thème visuel. Et le thème visuel, là également des choix esthétiques qui sont propres à chaque personne, mais il peut y avoir des choix qui vont relever du handicap. Par exemple, avec un apprenant daltonien, celui-ci peut configurer la plateforme avec cette interface-là et les codes couleurs vont s'adapter aux daltoniens. Et l'accessibilité aussi, elle peut se jouer sur le confort de lecture avec la mise en surbrillance de certaines lettres, notamment toujours avec des dyslexiques, on peut mettre en surbrillance tous les P et les B, et il va y avoir un code couleur qui va intervenir chaque fois que le P ou le B va apparaître à l'écran pour prévenir l'apprenant qu'il y a un code couleur différent sur cette confusion-là. On peut mettre en évidence certaines ponctuations également ou certains mots. Et sur l'accessibilité, on tient compte également de ce qu'on appelle la latéralisation, c'est-à-dire mettre les boutons de validation à gauche ou à droite. Pour les apprenants gauchers, c'est toujours appréciable d'avoir cette configuration-là. Je vais me remettre dans la configuration traditionnelle. Et on peut même jouer sur la loupe. On a une loupe pour les déficients visuels qui permet de zoomer à un endroit de l'écran. Donc Nathalie, en réponse à votre question, pas mal de choses sur la plateforme Gérib Compétences sur l'accessibilité. C'est quelque chose que vous utilisez, Sophie, tu utilises avec les apprenants ou tu ne savais peut-être pas? Si, mais justement, on a eu un souci une fois. J'ai eu un jeune homme qui arrivait parce qu'en fait, on peut avoir le jeudi des personnes qui arrivent vraiment de la veille en France. Et ce jeune homme, il avait un souci visuel. Et en plus, il était extrêmement fatigué par son parcours. Et il voyait vraiment très mal. Et l'éducatrice le connaissait peu, donc on ne savait pas quel était son trouble. Et en plus, il ne parlait pas français, donc c'était très compliqué de se comprendre. Et là, j'ai appelé tous mes collègues en disant, écoutez, je suis en panique, là, je ne sais pas comment faire. Et on m'a dit, sur Gérip, il y a un module accessibilité. Et on a travaillé avec ça, en fait. Il a mis c'est lui, en fait, qui s'est fait son écran. On lui a Adapté. montré. Ouais. Et après, il a pu travailler. Il a grossi les caractères. Enfin, je ne sais plus exactement. Il a mis du noir, beaucoup de contraste. Mais voilà, c'est quelque chose, c'est comme ça que je l'ai appris, hein, vraiment en ayant besoin. Donc, c'est très, très utile. C'était effectivement intéressant de voir un cas concret qui a pu utiliser cette accessibilité. Alors, j'ai une autre question qui est posée par Nadine qui demande en fait si l'apprenant peut suivre sa progression. Alors, effectivement, l'apprenant, il a la possibilité de suivre sa progression. Il y a plusieurs entrées. Il y a la partie mes résultats. Donc là, il va suivre son travail au sein des exercices. Il peut voir ce qu'il a réalisé. Et il y a une synthèse globale également. Bon là, comme nous, c'est un apprenant un peu virtuel qui n'a pas beaucoup d'exercices, il y a peu de contenu, mais il a le détail dans tous les domaines de ce qu'il a fait, le score, le temps passé. Et il y a également un côté ludique, puisque l'apprenant, il peut acquérir des badges en fait, des badges de compétences et des badges d'assiduité. Donc les badges, en fait, quand je clique sur mes badges, on voit que l'apprenant, donc en l'occurrence celui-ci, j'en ai pris un autre
qui avait déjà fait du travail pour que vous puissiez visualiser. Il a gagné un badge d'assiduité sur la compétence français. Les badges d'assiduité se déclenchent automatiquement. Quelles que soient les bonnes ou mauvaises réponses, c'est pour le récompenser. Il fait du travail, il gagne des badges d'assiduité. Et en plus, l'apprenant peut gagner un badge de compétence. C'est lorsqu'il a donné suffisamment de bonnes réponses dans la plateforme. Et il peut obtenir également une forme d'attestation ici, une petite attestation attestant de son niveau dans le domaine. Ça, c'est toujours un côté ludique et récompense pour les apprenants qui les séduit bien en général. Je pense que je vais leur en parler en fait parce que c'est quelque chose qu'ils aiment bien, être valorisés et voir leur travail accompli. Parce que vraiment, en 2 heures, on voit vraiment ils travaillent, ils sont extrêmement sérieux, donc forcément, au bout de 2 heures, ils ont des compétences en plus. Et je pense que ça leur plairait parce qu'ils restent jeunes hein, malgré tout, donc ce genre de petites récompenses visuelles, je pense que je vais leur en parler. Alors, nous avons une autre question, elle vient d'Olivier, qui nous demande en fait si, alors là c'est plus technique, si la plateforme Gérib Compétences peut s'interfacer avec des SIGB. Alors les SIGB c'est des portails. Alors je crois que vous, de mémoire, à la BPI, vous n'utilisez pas forcément de portail. Il y a d'autres questions, je vois que il y a une autre question qui nous demande en fait si s'il y a des supports de cours. Alors, c'est Charlotte qui pose cette question. Est-ce qu'il y a des supports de cours pour encourager les apprenants dans leurs apprentissages? C'est la dernière question que je vois. Donc, effectivement, sur la ressource, dans le catalogue, vous pouvez trouver des supports de cours dans certains modules, notamment par exemple sur communiquer en français. Si je prends la partie grammaire, quand vous lancez un exercice et qu'il y a un petit dossier comme celui-ci devant, ça va être sur à peu près un quart du catalogue. Il faut voir que dans le catalogue, il y a 400 heures d'auto-formation. Il y a tout ce qui est notamment plutôt corrélé au français et mathématiques. Vous avez des supports courts en amont qui vont apparaître ici. L'apprenant peut imprimer cette fiche-là et peut la lire. Ça va venir en rappel de l'exercice qui va être travaillé. Et également, les supports courts, ils peuvent se présenter sous forme de vidéos en fait. Et là, c'est des vidéos qu'on a avec un partenaire, le partenariat qu'on a avec le projet Voltaire. Vous avez des vidéos, par exemple. Je vais vous en montrer une qui dure 1 minute, qui sont assez ludiques. Est-ce que tu voulais compléter quelque chose, Sophie? Alors, je peux revenir un petit peu en dehors de la plateforme sur des photos que tu as prises au cours des ateliers et notamment la visite en fait d'une association. C'est l'association d'une association qui était venue à la BPI, c'est cela, hein, Sophie. On peut voir un petit peu comment se déroule cette journée. Vous accueillez dans un premier temps les apprenants et ensuite ils ont un parcours au sein de la médiathèque. Alors là, en fait, c'est vraiment notre public du jeudi matin qu'on accueille régulièrement tous les jeudis matins. Donc, il y a les 3 assos dont je te parlais, assos qui accueillent des adultes désocialisés et de jeunes migrants. 2 assos, France Terre d'Asile et En Temps qui accueillent des jeunes migrants. Et en plus, comme c'est vraiment ce qu'on veut, on recherche l'autonomie de l'usager, on essaye qu'ils reviennent sans leur association. Donc, on avait organisé des visites de la bibliothèque et ils avaient vu qu'ils pouvaient jouer du piano, écouter de la musique. Et au-delà de ça, là, sur le montage que tu as fait, on voit les loges, les carrels qui sont en auto-formation avec les numéros, etc. Là, c'est là où on travaille tous les jeudis. Et vous voyez exactement le type de public qu'on peut recevoir, leur assiduité, parce que je vois que sur les photos, ils sont hyper concentrés, et les collègues et moi qui sommes à côté pour les soutenir.